Donc, j'ai le plaisir, effectivement, de vous présenter, je dirais pas les galaxies dans leur totalité, on y passerait des heures et des mois, etc., mais plutôt une démarche de recherche que j'ai commencé effectivement en sortant du CEA où la physique nucléaire des réacteurs à neutrons rapides m'enthousiasmait pas, et là je me suis convertie à l'astrophysique, à Orsay, où j'étais à l'époque enseignant-chercheur, et depuis, je cherche sur les métaux, sur la chimie, sur les galaxies. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai commencé, on parlait des galaxies lointaines, cosmiques, elles étaient à, je dirais, 3-4 milliards d'années. Je suis pas pourtant pas tellement vieille, hein, mais à 3-4 milliards d'années en arrière. Et maintenant, on arrive à 12 ou 13 milliards d'années en arrière. Et on n'a toujours pas trouvé la clé. Alors, je vais vous donner ce qu'on a trouvé. Puis on continue et c'est assez fascinant. Alors, je l'ai présenté de la manière suivante. Lorsque l'univers était encore jeune, il y a donc plus de 12 ou 13 ou 14, on va pas tergiverser sur l'âge de l'univers, d'années-lumière, les télescopes ont découvert, et c'est ça que je vais montrer, des galaxies déjà ultra massives, très lumineuses pour qu'on les voit. Elles sont très très loin, pour qu'on les voit, il faut qu'elles soient lumineuses, et pour qu'elles soient lumineuses, il faut qu'elles aient de la masse pour créer la luminosité. Donc, et certaines d'entre elles, la plupart, mais je peux pas dire que c'est exhaustif, ont un trou noir supermassif à l'intérieur. Quelle est la façon de comprendre ces observations? Est-ce que c'est une nouvelle vision de l'univers? Parce que vous allez voir que généralement on pensait que c'était des petites galaxies qui étaient très loin. Est-ce que ça va expliquer quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup d'astrophysiciens qui savent opérer, créer une galaxie elliptique? Et pourtant, elles existent. On les voit, elles sont très belles, elles sont plutôt inertes, mais elles sont vraiment très problématiques. Ou alors, un lien, mais là, je vous le dis tout de suite, un lien avec les ondes gravitationnelles, c'est quand même une merveille, ce qu'on a découvert. Et il se trouve que par chance, comme on va aboutir au trou noir, stellaire et supermassif, il y aura peut-être un lien, mais j'ai pas la clé aujourd'hui du tout. Alors, j'ai proposé de faire la présentation dans un sens un peu descriptif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, les récentes découvertes. Quand je dis récentes, ça remonte à 10 ans en arrière, 10-15 ans en arrière. Premièrement, ce qu'on appelle les galaxies infrarouges. Deuxièmement, les galaxies ultra lointaines, celles qui sont au bout de l'univers. Et enfin, les trous noirs supermassifs. 3 sujets qui sont les mêmes, mais qui ont des manifestations complètement différentes. Ensuite, je présenterai un exemple de la recherche que l'on fait, c'est-à-dire de la recherche approfondie sur les galaxies lointaines. Qu'est-ce qu'on fait? Une galaxie, c'est des étoiles, du gaz, des métaux, etc. On part des étoiles et on va jusqu'au trou noir supermassif. On n'a pas trouvé la clé complète, mais quand même, c'est très fascinant comme démarche. Et les ondes gravitationnelles, comme je vous l'ai dit, j'en parlerai très peu, mais quand même, c'est dans le bon sens. Alors, cette image est assez fascinante. Donc voilà l'univers, et j'aime beaucoup cette image. Pourquoi? Parce que, où est-ce qu'on est, nous? Nous, avec la Terre, et quand je dis nous, c'est pas la Terre, c'est notre galaxie. C'est pas la Terre, le système solaire, tout ça, c'est très très fascinant, mais on prend un peu de recul, on va jusqu'à notre Soleil est dans les bras de notre galaxie, et on est dans notre galaxie. Où est notre galaxie? Elle est là. Le satellite, c'est un satellite qui s'appelle WMAP, il tourne, il est en orbite géostationnaire autour de la Terre, donc il est à la limite de la Terre. Donc on est ici. Et qu'est-ce qu'on a découvert en quelques années de temps? Tout cet univers qui est représenté ici. Alors, il y a un peu d'anglais. En général, c'est en français, mais il y a un peu d'anglais parce que j'ai pas voulu remettre tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, il y a l'expansion de l'univers qu'on voit. Ensuite, on voit les premières étoiles qui sont ici. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a? Les galaxies, des planètes, des étoiles, etc. Tout ça, c'est un monde visible, accessible. On peut essayer de les étudier. Et puis, on arrive dans un domaine qui est beaucoup plus ésotérique. On appelle la cosmologie, qui est caractérisée par une zone, j'y reviendrai dans quelques minutes, qui est le Dark Ages. Dark Ages, c'est la zone sombre, dans laquelle on ne peut pas comprendre exactement, mais je vais y revenir, hein, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a. Et puis surtout, le début, tout à fait le début, et les fluctuations quantiques, dont vous savez qu'elles ont été à l'origine de la formation de l'univers. Donc,
On prend ça et on dit qu'est-ce qu'on va utiliser comme traceur tout le long de l'univers. Alors je suis désolée pour ceux qui sont très familiers. Je suis partie du principe, certaines personnes qui venaient ici, c'était plutôt pour découvrir, donc je vais passer quelques secondes à expliquer ce que c'est qu'un redshift en franglais ou décalage vers le rouge en foncé. Ce traceur, ce décalage vers le rouge qu'on appelle redshift, c'est le traceur de distance. Et c'est très important de le connaître, comment il est défini et comment on le mesure. Quand vous prenez un objet sur le ciel, un astre, que ce soit une étoile, même une planète ou une galaxie, vous pouvez mettre la lumière à travers ce qu'on appelle un disperseur, un diffuseur, comme un prisme, c'est généralement beaucoup plus sophistiqué que les prismes, mais quand même, et ça va vous décomposer la lumière en fonction de la longueur d'onde. Et vous obtenez ce qu'on appelle un spectre. Le spectre, c'est la partie continue qui est, ça c'est les longueurs d'onde, c'est le domaine électromagnétique, et c'est la source est vue en fonction de son intensité le long de ces longueurs d'onde. Et donc, vous voyez à la fois la zone continue et la zone qui est piquée, et ces pics correspondent à du gaz qui est ionisé par la source, et elles sont très connues. Ce sont des raies qui sont répertoriées par les physiciens, raies d'hydrogène, raies du magnésium, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Enfin, il y a la raie Riemann alpha, il y a la raie du carbone, il y a la raie du magnésium 2, etc. Quand on va à grand Z, c'est-à-dire quand on va à Z égale 4, je vous ai dit que Z c'était le redshift, quand on va à grand redshift, il y a, à cause de l'expansion de l'univers, il y a un décalage vers le rouge des raies de l'ensemble et une déformation du flux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on voit les raies connues, et en particulier si on a deux qu'on retrouve, eh ben on peut connaître le Z. Et si on connaît le Z, on connaît la distance. Si je vous explique pas ça au début, même si c'est un petit peu, complexe à assimiler, mais bon, c'est quand même simple de dire lambda observateur moins lambda émetteur, divisé, enfin relative à lambda émetteur, c'est le fameux Z. Donc, avec l'expansion de l'univers, ces raies sont décalées en fonction de la distance. Donc on s'en sert et on l'applique à quelque chose qui est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, mais vu avec le Z. Alors, simplement, c'est tourné dans l'autre sens. Voilà l'univers, voilà nous, maintenant, c'est notre galaxie. On est à Z égale 0. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière et l'univers, comme âge, est environ de 13 milliards d'années-lumière. On est donc ici et on remonte, exactement comme on l'a fait tout à l'heure, les zones où il y a des galaxies. Mais vous le comprendrez mieux si on reprend dans l'autre sens, c'est-à-dire on part au début, on admet encore, on va pas discuter sur les univers pré-univers, là on part du Big Bang, qui est la première étape, et qui est donc à très très grand redshift, on va pas rentrer dans le détail. Il y a la partie qu'ils appellent les âges sombres. Cette partie-là, c'est âge sombre, pourquoi? Parce qu'il y a effectivement de la lumière, mais tout est coincé, tout est complètement oblitéré par la distribution des particules et des photons les photons ne peuvent pas sortir. On ne peut pas donc accéder à la lumière, et ça s'appelle les âges sombres. Une fois que ces âges sombres vont se terminer parce qu'il y a un refroidissement de l'univers. Refroidissement veut dire éloignement des particules les uns des autres. Les photons vont arriver à passer. Et on détermine donc un moment qui est ici, environ autour de Z, enfin on va pas rentrer dans le détail, mais autour de Z égale, mettons 0,5, environ 10 à 12 milliards d'années en arrière, où il y a la surface de dernière diffusion, c'est là qu'on commence à voir les objets. On commence à les voir, et c'est donc ici, alors je passe sur une étape qui est très importante, qui est la rayonisation du gaz, sur beaucoup de gens travaillent là-dessus, mais nous, on s'intéresse aux galaxies, donc c'est les premières galaxies qui vont arriver par ici. Et ces galaxies, ensuite, elles vont évoluer sur une échelle de temps qui n'est pas du tout conforme en Z et en temps, qui est de l'ordre de 0,5 jusqu'à 13 milliards d'années. Et donc, on va essayer de suivre l'évolution de ces galaxies suivant 13 milliards d'années. Alors, les premières émissions, la phase, je vais être assez rapide, les premières émissions de l'univers primordial, vous le savez, on en a suffisamment parlé,
C'est un rayonnement à l'équilibre thermique au départ, mais il a fallu qu'il arrive jusqu'à nous, qu'il passe jusqu'à 13 milliards d'années, et il a été découvert, c'est le fameux fond diffus cosmologique à 2,73 degrés K, a été découvert par des spécialistes d'appareils de radio, je suis un bon institut pour parler de ça, qui essayaient de mettre à zéro leurs instruments et qui n'y arrivaient pas. Donc on a travaillé là-dessus, il y a eu beaucoup de théories, et puis on a envoyé un satellite qui s'appelait COBE, et COBE a découvert le fond diffus cosmologique. Je peux vous dire que moi j'étais enseignante à l'époque, quand je suis arrivée, que les étudiants m'ont mis sur ma salle d'enseignement la courbe qui est là, la courbe d'un corps noir absolument parfait, 2,73 degrés K, c'est extrêmement très précis comme température. Cette courbe, elle a cette allure-là. Ils ont dit ça, c'est pas une blague. Ça a été observé par, ça fait quand même beaucoup d'effets, autant que les ondes gravitationnelles. Donc on découvre une signature du Big Bang. Et puis, deuxième phase, ça c'est le premier prix Nobel, deuxième prix Nobel, si on corrige l'émission donnée par COBE, puis après un autre satellite qui a été WMAP et confirmé par Planck, on corrige, ça c'est l'effet de la rotation de la Terre, le rouge et le bleu. Ensuite, on corrige du plan galactique, qui donne des fausses lumières qui nous intéressent pas. On corrige tout ça, on arrive ici, et qu'est-ce qu'on voit? On voit des zones bleues, des zones roses. Les zones roses, ça correspond au fond diffus. Les zones bleues, c'est des excès de température qui veulent dire surdensité. Et surdensité, ça veut dire un excès de masse à certains endroits de la distribution. Alors, je continue. Donc ça a été un deuxième prix Nobel. John Matter et George Smoot ont eu le deuxième prix Nobel en 2006 pour les fluctuations primordiales. Et ces fluctuations primordiales, elles sont essentielles. Les voilà. Ça veut dire qu'il y a une surdensité sur la surface, une surdensité, et quand il y a surdensité, il y a un peu plus de masse. S'il y a un peu plus de masse, ça va attirer la masse autour. Donc la surdensité va grossir. Et donc il va y avoir une croissance de la surdensité qui va se faire en 3 étapes. Première étape, croissance de la surdensité. Deuxièmement, à un moment, elle est trop grosse, elle peut plus se soutenir, elle va s'effondrer. Et en s'effondrant, elle donne naissance à des galaxies. Ça, c'est le scénario que l'on accepte. Sauf que, dans ces points-là, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ça, on vient de le voir, on connaît la galaxie, et entre les deux, il y a un énorme halo qui est un halo massif de matière noire, et pour le moment, c'est encore un sujet, j'allais dire, sombre. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé l'origine vraie et la nature de ces halos de matière. Alors je reviens à ma description des galaxies, et donc quand on perce l'univers, qu'on veut chercher jusqu'à la source, on va chercher les galaxies les plus lointaines, on fait comme une carotte dans l'univers. Carotte, ça veut dire équivalent d'une carotte glaciaire. Vous savez tout ce que c'est. On perce l'univers le plus loin possible. Et c'est là qu'effectivement, avec les générations successives des télescopes, on a augmenté de pratiquement 2 à 3 milliards d'années jusqu'à 12 ou 13 milliards d'années, ce qui était énorme. Et voilà ce qu'on a obtenu, c'est ce magnifique champ que je vous ai montré tout à fait au début, qui est le champ de Hubble. Je dirais, comme vous le voyez, c'est pas si jeune. Alors, depuis, on a trouvé d'autres choses, mais pas un champ aussi profond pour des réactions à la fois économiques, politiques, etc. On mettre un instrument et qui va être consacré complètement à aller voir un champ très très profond. On a eu d'autres sujets, on a fait d'autres découvertes. Donc voilà, ça consiste à analyser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dedans, vous avez des galaxies très proches, et puis vous en avez des très très loin. Il faut faire la part des choses, il faut les analyser, je dirais presque une par une. Donc voilà le champ en question. Et dans ce champ, je ne vais pas m'intéresser du tout à ce qui est lumineux. Je vais effectivement m'intéresser beaucoup plus à une galaxie comme celle-là, par exemple. On va y revenir. Parce que celle-là, elle est très rouge et très lointaine. Rouge et lointaine, ça veut dire, rouge, ça veut dire vieux, et lointain, vieux et lointain, ça pose problème. Donc, si vous voulez, ce champ, il a beaucoup d'intérêt, mais il intéresse les gens de façon différente, suivant les motivations. Voilà l'exemple que, voilà le même champ. Et voilà la galaxie, comme vous voyez, la flèche rouge. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous allez trouver à cet objet? Eh ben oui, justement, je vais aller chercher si je peux l'observer plus finement pour savoir sa masse, pour savoir sa luminosité intrinsèque, pour savoir sa distance, etc., etc. C'est ça, c'est cet objet-là que je cherche. Alors dans cette démarche, on va trouver quoi? On va trouver des galaxies. Alors les galaxies, qu'est-ce que c'est?
Il y en a beaucoup de sortes, hein, mais je vais essayer de les classer, pas la prétention de faire Hubble, ou la séquence dite de Hubble, mais quand même, on va faire deux grosses catégories. Les galaxies dites spirales, c'est-à-dire qui ont un cœur, avec un bulbe en général, des bras, c'est-à-dire plein de gaz et plein d'étoiles. Des galaxies beaucoup plus homogènes, beaucoup plus sphéroïdales par définition de leur forme, et ces galaxies sont des galaxies elliptiques. Puis une troisième catégorie de galaxies, dont on ne sait pas si automatiquement elles appartiennent aux autres, mais quand même, ça c'est un très bon exemple, c'est ce qu'on appelle une galaxie active. À l'intérieur, il y a un noyau actif de galaxies. Ce noyau actif, il est composé d'un disque d'accrétion et au centre, un trou noir supermassif. Donc je vais utiliser ça. Alors j'oublie les galaxies naines, j'oublie plein de choses, mais on peut pas tout faire dans une séance relativement limitée. Mais il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est de savoir si certaines galaxies sont en interaction. Il y en a, par exemple, il y en a une très proche qui est cette fameuse les antennes. Comme vous voyez, elle est observée en radio, en CO, en 15 microns, en H1, c'est-à-dire en gaz, etc. Bref, des galaxies qui interagissent, il y en a. Mais il y en a aussi beaucoup d'isolés. On ne peut pas dire que toutes les galaxies soient en interaction. Alors comment on fait pour interpréter ça? Compliqué, pourquoi? Vous avez deux choses en sens inverse. Premièrement, vous partez du Big Bang et vous voyez les cubes qui se dilatent. Ça, c'est l'expansion de l'univers. Une fois que vous avez l'expansion de l'univers, vous êtes ici maintenant, à peu près vers ici, et vous prenez votre télescope, et le télescope, il a une ouverture qui correspond à ces deux lignes-là, et il va vous donner une ouverture qui va varier au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher du bout de l'univers. Donc il faut arriver à rendre compatibles tous ces, je dirais, c'est une procédure à suivre, tenir compte de l'expansion de l'univers et tenir compte de l'ouverture du faisceau que vous observez. Et en plus, et c'est l'objet sur lequel on essaye de travailler, tenir compte de l'évolution intrinsèque de la galaxie entre ici et son origine à très grand Z. Si vous voulez, c'est pas simple, et c'est pour ça qu'on est toujours un peu à chercher, parce que faut qu'on arrive. Alors, voilà, ça c'était le schéma général. Donc maintenant, je vais vous montrer les principales découvertes qui ont été faites, je dirais, dans ces dernières années, qui ont du poids. C'est pas toutes les découvertes, c'est les découvertes qui ont un poids sur notre intervention. Premièrement, des galaxies hyper lumineuses, mais ULIRD, c'est-à-dire ultra lumineuses en infrarouge. Voilà une galaxie. Elles ont été découvertes lorsqu'on a commencé à lancer des satellites dans le domaine infrarouge. Vous savez tous qu'on est dans le domaine optique. Et puis un jour, on a décidé, les premiers c'était le satellite AIRAS, c'est un satellite européen sur lequel beaucoup de gens et du CEA et d'autres ont travaillé, c'était ISO. Il y en a eu un américain qui sert énormément aussi, qui est Spitzer. Et puis on l'a prolongé vers des domaines d'infrarouge encore plus lointains, encore plus froids, qui est le domaine Herschel, puis ALMA, etc. Et on est arrivé au submillimétrique, puis après c'est le millimétrique, on arrive au domaine radio. Donc on arrive à avoir une couverture entre la partie optique qu'on connaissait un peu, et puis la partie infrarouge a été découverte. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert d'énormes sources d'infrarouge. Et là, ça a été perplexe. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez une galaxie normale, à l'époque, une galaxie normale, elles ont bien des zones où il peut y avoir des émissions infrarouges, c'est-à-dire des zones de poussière. Ces zones de poussière peuvent être, je vais vous le montrer en plus gros tout à l'heure, soit les grains remettent dans l'infrarouge lointain, c'est le cas du milieu interstellaire qui est à gauche, ou bien elles sont actives, radio, et elles ont autour du cœur un tore de poussière, donc deux sources possibles, mais quand même, ça devrait pas créer cette énorme quantité qu'on a trouvée dans les ULIRD. Voilà, les voilà en plus jolis. Donc on voit bien que ça c'est un filament du milieu interstellaire, c'est là où va se former des étoiles. L'autre, c'est un noyau, un tore autour d'une radiogalaxie, d'un noyau actif de galaxie, et ça peut pas provoquer cette énorme masse d'infrarouge qu'on a trouvée. Donc quelle est l'origine des ULIRD, des ultralumineux? Et c'est là qu'on a analysé plus en détail les objets en question. Et je dirais le prototype de cette émission infrarouge, c'est une galaxie. C'est pas du tout un AGN.
enfin ou très peu, enfin il y a peut-être une composante très faible, qu'on appelle Messier 82, et qu'on a intitulé en termes franglais un starburst. Starburst qui veut dire un burst de formation d'étoiles. Ça, c'est une possibilité. Énorme émission, et c'est donc là-dessus qu'on va chercher dans l'infrarouge. Et deuxième possibilité, des galaxies en interaction. Et ces galaxies en interaction sont aussi très très lumineuses en infrarouge. Au point de vue de l'intensité, j'ai mis un tout petit schéma là. Ça, c'est le normal, c'est ce qu'on connaissait, c'est la partie optique, ça c'est l'énergie. C'est l'énergie dans l'optique donnée par les étoiles. Et puis tout ça, c'est l'ULIRG. Tout ça, c'est ce qu'émet la galaxie dans l'infrarouge, c'était énorme. Donc, ça valait la peine de travailler dessus. Et donc, on analyse le starburst, et voilà, en plus gros, ce que donne le starburst. Alors, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est une galaxie, pas forcément énorme, mais c'est quand même une vraie galaxie. Et l'effet starburst, il est produit par un sursaut que l'on pense être un sursaut de formation d'étoiles, du nous, de starburst. Le starburst est donc la source effective de ces processus infrarouges dominants que l'on a découverts. Alors, comme j'ai dit, il y a le starburst et puis il y a aussi les galaxies en interaction. Après, il faut arriver à composer entre ces différentes. Donc la galaxie en interaction, vous en avez un exemple ici. Vous avez une grosse galaxie spirale, la petite galaxie qui est rattachée, qui au bout d'un certain temps va finir par être englobée dans la grosse. Ça veut dire de l'interaction entre les galaxies, comme on l'a vu. Ce processus de fusion, qui est un processus souvent de collision, est difficile à traiter, parce qu'il faut la dynamique des galaxies, chacune a sa vitesse, a ses étoiles, etc. Les étoiles n'ont pas la même résistance, la même moment synthétique, la même dynamique que le gaz, et donc vous avez des processus d'interaction à modéliser. Mais on les modélise sur des galaxies proches. On n'est pas à z égale 10 ou 11, c'est ça le problème. Donc, quelle est la question qu'on se pose? Si j'oublie, et c'est quand même très important, les choses essentielles en cosmologie dont j'avais parlé, c'est-à-dire la matière noire, la rayonisation, l'origine de l'époque sombre, etc., tout ça c'est fascinant, mais avant, il faut savoir comment se sont formées les galaxies. Voilà un petit schéma qui a été fait par des étudiants de la formation doctorale, très simple, mais vous allez comprendre. Ça, c'est le temps. Et il y a donc deux modèles. Le modèle qui part d'un énorme nuage, énorme, genre amas, et dans lequel il n'y a pas encore d'étoiles. Et cet amas est tellement gros qu'il ne peut pas se suffire à lui-même. Il s'effondre, il se fragmente, on dit qu'il se fragmente, et va donner, en se fragmentant, des galaxies qui sont nos galaxies. Ce modèle s'appelle le modèle d'effondrement gravitationnel dissipatif. Pourquoi? Parce que en s'effondrant, il émet de la lumière. Ce modèle a été un petit peu abandonné pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on voyait, ça s'arrête à peu près là. Et si ça s'arrête là, on peut mettre l'un ou l'autre des deux modèles, on verra pas la différence. Et effectivement, le deuxième modèle, je dirais, la deuxième théorie, c'est celle des fusions hiérarchiques. La grosse différence entre les deux, c'est que vous vous mettez ici, c'est nos galaxies, celles que vous voyez maintenant. Vous remontez vers l'univers, le premier univers, l'univers primordial. Dans un cas, vous avez d'énormes galaxies, vous avez d'énormes structures, et dans l'autre cas, vous en avez des toutes petites. Donc, c'est fondamentalement différent. Si on va percer l'univers, si on voit rien, c'est les petites. Si on voit des grosses, c'est plutôt le modèle de gauche. Voilà. Donc, question qui se pose sur la formation des galaxies. Alors, je reviens parce que c'était tellement répandu, c'est un peu moins maintenant, mais c'était tellement répandu sur le modèle, le fameux modèle de fusion hiérarchique, où on partait de toute petiture et on arrivait à la grosse structure maintenant. Et là, effectivement, maintenant, on peut dire, bon, une grosse galaxie, c'est formé par... Oui, mais alors comment expliquer ces grosses galaxies qu'on va découvrir, dont je vais vous montrer, qui sont très lointaines? Ça ne peut pas correspondre à ce schéma-là. Alors, ça, c'était pour la partie infrarouge. Deuxième partie, les galaxies très lointaines. Il y a 10 ans, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était Z égale 1. Maintenant, il y a 10 ans, c'était Z égale 4. Et là, maintenant, on trouve Z égale 10 ou 11. Alors, je ne vais pas rechercher le schéma, mais ça correspond, évidemment, c'est des temps de plus en plus réduits, mais on s'approche de plus en plus près de l'origine. Et à Z égale 11, l'univers, il avait moins de 100 millions d'années.
Donc il était vraiment, vraiment très précoce. Là, voilà un exemple très classique. C'est 4C, 41.17, qui est à Z égale, on va arrondir à 4, donc qui est à 12 milliards d'années de nous, et dans lequel on a pu analyser beaucoup de choses. Premièrement, une image. Alors, elle est déjà fragmentée. Est-ce que c'est l'un ou l'autre des modèles? On n'en sait rien. En tous les cas, il y a déjà plusieurs composantes. Vous voyez, il y a une composante alignée, et puis il y a une composante sud. Bon, c'est un exemple. Après, il y a l'émission radio, qui est superposée. C'est l'émission synchrotron. Ensuite, il y a le spectre. On a fait le spectre. Et on voit qu'il y a déjà, alors effectivement un peu spécialiste, mais ces raies, dans le bas, ce ne sont pas des raies de gaz ionisé, mais c'est des raies d'absorption par les étoiles. Ça veut dire que les étoiles sont déjà métalliques et qu'elles absorbent une partie. Donc, c'est déjà vieille. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un certain âge ici. Et puis, il y a aussi, quand même, de l'effet de photons qui vont ioniser le gaz autour. Voilà. On a plusieurs composantes. On a du gaz. On a des métaux. Les métaux, on les voit d'enserrer en absorption. On a une distribution en composantes. Et on a même de l'émission radio. Avec tout ça, on essaye de faire un modèle. Alors, je vais vous parler vaguement, il y a plusieurs modèles, mais je pense que là maintenant, on est en train de sortir un modèle qui est assez complet, qui va prendre à la fois la distribution du gaz, qui va suivre les étoiles, le gaz, les métaux, etc., qui se forment dans une galaxie. On fait une galaxie maquette. Une galaxie maquette, on la met à grand Z et on compare aux observations. C'est ça l'objectif. Pour faire la galaxie maquette, c'est un code qui s'appelle le code Pégase, qui est en train de sortir dans sa 3e version. La première version, elle était très élémentaire. Deuxième version, elle faisait l'optique. Et la 3e version fait l'infrarouge, partie poussière, et de façon cohérente. Donc maintenant, on peut suivre la galaxie en entier. Donc la galaxie, elle est en rouge. C'est très facile. On peut soit faire tomber du gaz, alors on construit une maquette évolutive, et soit il y a du gaz qui tombe, c'est-à-dire c'est du gaz accrété, parce que c'est un mot un peu franglais, mais enfin vous comprenez ce que ça veut dire, que ça va arriver sur la galaxie, ou bien il peut y avoir des vents galactiques. Donc on fait un peu un échange de gaz, parce que c'est le gaz quand même qui va plus ou moins gérer la formation d'étoiles dans ces galaxies. Au point de vue de la structure, bon, je vais aller assez vite, parce que c'est pas très drôle à regarder, mais quand même, pour vous montrer que c'est quand même le travail, alors on parlait des doctorants, on parlait des docteurs que j'ai formés, la plupart ont travaillé sur ces modèles-là, et ils ont quelquefois apporté énormément d'eux-mêmes, et ça a fait fructifier. Alors, on va regarder la série des points de départ, c'est les réservoirs de gaz. On a des réservoirs, on a ce qu'on appelle en franglais de l'infall, qui va tomber sur la galaxie, et qui va alimenter les étoiles, la formation d'étoiles. Je ne vais pas rentrer sur les détails de la formation d'étoiles, mais vous allez voir que c'est complexe. Ensuite, ces étoiles, elles évoluent et elles meurent. Quand elles meurent, elles vont donner des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Et on fait tourner ça jusqu'à ce qu'on arrive à des résultats qui sont en bas, mais on se sert pour suivre cette étape-là je dirais, de blocs de données qui sont le processus de formation d'étoiles, le tracé d'évolution stellaire, et puis les spectres stellaires. La formation d'étoiles, c'est complexe. Bon, il y a encore plein de gens qui travaillent sur la formation d'étoiles. Je donne un exemple très schématique. Ici, la formation d'étoiles, c'est une étape en 4 phases. D'abord, dans un nuage, qu'on pense être moléculaire, il y a un cœur dense, qui est le tout petit point noir que vous avez là. Le cœur droit et dense, à partir duquel va se créer l'étoile. Ensuite, elle se développe en phase 2, et donc, elle devient, par l'amorce de la réaction nucléaire, une jeune étoile, avec un flux qui va évidemment influencer le milieu autour de lui. Elle va l'influencer en créant des photons UV, ionisants, et qui vont donner la phase 3, qui est la région H2, et qui est une région de gaz ionisé. Et ensuite, une fois qu'on a cette région de gaz ionisé, l'étoile va finalement se retrouver au sein d'un nuage moléculaire. Donc vous voyez, c'est une des 4 phases, on les connaît pas tellement bien toutes ces phases, mais quand même, on essaye de se servir, alors il y a des experts, soit dans les galaxies, vous voyez, tous ces étoiles ont été formées
à l'intérieur de soit des spirales, soit des elliptiques, là on ne sait pas très bien comment, mais enfin voilà. Et puis pour vous donner aussi une idée de la complexité, voilà Orion, dont tout le monde connaît un peu le nuage d'Orion, dans lequel on peut voir à la fois le gaz, mais si on le regarde en UV, on voit les étoiles, et si on regarde en infrarouge, on voit la poussière des étoiles. Donc il faut arriver à jouer et faire le complément et faire un modèle de formation d'étoiles qui tiennent la route. Alors là, on ne fait pas trop d'hypothèses, on prend plusieurs modèles et puis on teste. Deuxièmement, l'étoile évolue. Une étoile, ça grossit, ça brûle son combustible nucléaire, puis à la fin, ça meurt. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de l'évolution des étoiles, mais il faut quand même avoir ça dans la tête. Une étoile qui naît, alors vous avez une étoile par exemple de 5 masses solaires, on va suivre celle-là. Elle naît, elle a 5 masses solaires, elle va d'abord brûler tout son hydrogène dans ce que l'on appelle la séquence principale, puis à un moment elle n'a plus assez d'hydrogène, elle va virer vers le froid, c'est-à-dire vers le rouge, et là elle va subir des pulsations, et elle va finir par mourir. Donc il faut suivre toutes ces étoiles en fonction de ce que l'on sait. C'est vrai que les phases finales sont très très importantes à suivre et très importantes pour nous. Pourquoi très importantes pour nous? Parce qu'une fois que l'étoile a vécu, elle va mourir. Il y a deux sortes de morts. Soit l'étoile meurt avec son enveloppe, ce qu'on appelait une nébuleuse planétaire, qu'on appelle plus une AGB maintenant. Mais surtout, il y a les supernovae. Quand une supernova explose, eh bien, elle donne ça. Effondrement d'une étoile. L'étoile effondre sur elle-même. Alors, il y a toute une très très belle physique des supernovae. L'étoile s'effondre, elle tombe sur un noyau de fer. Le noyau de fer, ça sert de rebond, donc tout repart. Et l'explosion, c'est en fait, elle lance dans l'extérieur, dans le milieu interstellaire, tout le produit qu'elle a accumulé pendant des dizaines de milliers d'années. Donc c'est très très important de retenir que la mort de l'étoile est suivie depuis sa naissance jusqu'à sa mort, y compris le trou noir, effondrement de l'étoile à neutrons en trou noir, émission d'un sursaut gamma. Voilà. Et on arrive à quoi? Et on arrive à la fin de la supernova, où il y a deux constituants, je simplifie bien sûr, ce qui est éjecté, qui sont les métaux et le gaz, qui vont enrichir, et ces métaux ça va donner des grains, et ces grains ça va donner de l'infrarouge, et le deuxième, qui est très joli et qui n'est pas encore bien exploité, qui est le résidu, la partie centrale, le centre de l'étoile, c'est le seul endroit où on est capable, c'est l'étoile, qui est capable de faire de la matière dense. On parle des trous noirs à tort et à travers, supermassifs, pas massifs, les ondes gravitationnelles, mais où on a fait la matière noire, la matière dense? La matière lumineuse, on est entouré de la matière baryonique, on est entouré, mais la matière dense, on ne sait pas la faire. Il n'y a qu'un endroit vraiment où elle est faite, c'est dans les noyaux des supernovae qui explosent. Les corps collapsent supernovae, et ça, c'est très important de le retenir, parce que ça va être la clé, pas pour nous, mais pour les générations à venir, pour relier, je dirais, la matière noire avec les ondes gravitationnelles. Bon, alors le code d'évolution, je vais passer, donc ça, c'est ça. On modélise la galaxie à partir de la formation d'étoiles, on suit les étoiles jusqu'à leur mort, on crée des métaux, on crée des grains de poussière, les grains vont être chauffés par le milieu environnant, et on peut produire de la matière infrarouge. Alors, on vérifie quand même, on fait pas n'importe quoi. Là, vous avez des petits carrés qui sont des observations de métaux dans notre voisinage solaire, et ça, c'est ce que prédit notre code, et vous voyez qu'on s'ajuste, c'est les métaux, c'est l'oxygène, le carbone, le fer, l'azote, etc., etc., néon, magnésium, silicate. Très très important d'être en accord avec les observations. Donc on est en accord avec les observations, et qu'est-ce qu'on prédit? Je dirais très schématiquement, parce que c'est un exemple. Là, il y a eu les observations qui ont été découvertes lorsqu'on a pris les fameux satellites infrarouges. On a découvert que une elliptique, la raie verte, il n'y a pas beaucoup d'émissions. Ça, c'est la partie optique, et ça, c'est la partie infrarouge. Donc, dans l'elliptique, il n'y a pas beaucoup d'émissions. Effectivement, il n'y a plus beaucoup de gaz, et il n'y a plus beaucoup de masse, il n'y a plus beaucoup de métaux. Sur une spirale, c'est pas mal. Et puis, vous voyez les deux du haut, la rouge et la bleue. L'une, c'est un starburst. On a vu le Messier 82. Et vous voyez que l'excès de l'infrarouge est considérable. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle une ULIR.
Starburst, c'est-à-dire galaxie en interaction, galaxie radio, on ne sait pas, mais enfin, c'est ce qu'on appelle très 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 lumineuse, ce qui n'est pas forcément automatiquement tous les starbursts. Ça, c'était les observations, ajustées par une espèce de trait. Et les modèles, voilà les modèles qu'on sort, nous, actuellement, qui sont susceptibles de faire comprendre ce qu'il y a dans les galaxies. On va coller les modèles, on va faire des bibliothèques, ensuite on va prendre des observations et on va chercher quel est le meilleur ajustement. Mais le gros avantage, c'est que c'est sur une énorme couverture en longueur d'onde. Ici, c'est 1000 angstroms. 1000 angstroms, c'est l'extrême UV. C'est la Lyman alpha, etc. C'est extrême UV. Ça, c'est tout le domaine optique. Et ça, c'est tout le domaine infrarouge. Et ça, c'est tout le domaine submillimétrique jusqu'au métrique. Donc, si vous voulez, si on arrive à ajuster tout l'ensemble, eh ben, on comprend un peu mieux ce qui marche. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Et, enfin, pas pendant des années, parce qu'en fait, Pégase 3, qui est la version actuelle, elle a maintenant 5-6 ans. Donc, non seulement on voit la distribution, mais on est capable de suivre les étoiles, le gaz et la poussière, et de voir qui contribue à quoi. On est capable d'analyser les 3 composantes. On peut même, toujours à partir du code, analyser les propriétés des grains qu'on a utilisés. C'est-à-dire que si ces grains s'avèrent introuvables, on dira, effectivement, il faut changer la nature des grains, etc. Vous comprenez qu'un modèle, ça s'ajuste et il faut à chaque fois se critiquer, s'auto-critiquer pour vérifier que c'est valable. Donc on a aussi la distribution par taille, et on voit par exemple qu'ici, il y a un énorme pic infrarouge pour les gros grains de silicate, etc. Mais ce qui vous amusera plus, c'est ce qu'on a fait pour trouver un certain nombre de résultats avec ces codes. Le premier résultat, et ça j'avoue que j'étais très très contente, quand on est chercheur, il faut aimer la recherche. Si vous avez des conseils auprès de vos enfants, petits-enfants et autres, il faut avant tout aimer chercher, la curiosité, c'est l'objectif numéro 1 d'un chercheur. Mais, alors donc, on fait notre modèle, on le fait tourner, et on a des observations qui sont tous les points rouges pour la galaxie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la galaxie Template, à environ 12 milliards d'années en arrière. On a donc les observations vues par le Hubble Space Telescope, dans l'optique, vues dans le infrarouge moyen, qui est par Spitzer, et dans l'infrarouge lointain qui a été vu assez récemment par le satellite Herschel. On a donc une distribution d'énergie très régulière. On essaye nos codes, et ce qu'on trouve, c'est ça. C'est-à-dire que même en essayant tous les systèmes de paramètres, etc., il y a un endroit qu'on n'arrivait pas à ajuster, c'est là où il y a la flèche bleue. Il y avait toujours un excès. Toujours un excès, quel que soit le modèle qu'on fait. Donc, on se dit, où c'est le modèle qui pose un problème? Mais pour aller faire de la lumière à cet endroit-là, c'est difficile. À gauche, c'est les étoiles, à droite, c'est la poussière. Entre les deux, il y a réellement un défaut. Et ce défaut, pour le combler, il faut soit rajouter une composante, soit comprendre. Or, et c'est là que c'est amusant, si vous prenez, il y a pas le domaine de longueur d'onde là, mais faut que je vous raconte la petite histoire. Ça correspond, décalé vers le rouge, au pic très connu d'une vieille galaxie. Ce qu'on appelle le pic à 1 ou 2 microns des vieilles galaxies. Et du coup, on s'est dit, mais ça, c'est peut-être simplement qu'il y a une vieille composante. On a interprété la jeune, et la vieille composante, on va essayer de la tracer. Et effectivement, on a mis 2 composantes, une vieille et une jeune, et on a fait tourner la machine. Et le résultat, remarquable, à savoir, donc là, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, il y a un défaut au milieu. Si on met qu'un sursaut, il y a évidemment, si on met qu'une vieille population, il y a un défaut dans la partie de la poussière. Et là, en mettant 2 composantes, même 3, mais je vais parler rapidement là-dessus, la rouge, c'est la vieille galaxie, c'est celle qui provoque le pic au milieu, et la bleue, c'est le starburst. Qu'est-ce qu'on est en train de voir, pour simplifier? Une vieille galaxie qui subit un sursaut de formation d'étoiles que l'on est en train de... Donc ça voulait dire, conforter l'idée d'interaction de la galaxie qui se forme par épisode. Ensuite, ça veut dire que la population vieille, elle est née ici, c'est une S0, ça s'appelle une elliptique, grosso, elle est née à 700 millions d'années à z égale 4. C'est-à-dire qu'il y a très 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 longtemps. Alors vous pouvez dire, on s'est trompé dans les codes. Oui, sauf qu'on a recommencé avec d'autres données, et chaque fois on obtenait la même chose.
Voilà, on a d'abord dans ce qu'on a publié, on a pris une autre galaxie au même redshift où il n'y a pas d'effet d'intercomparaison. Pareil, hein, il y a une vieille composante, une jeune composante. Alors, ce qui est en vert, c'est que c'est vrai, ce que je disais au début, pour les voir, ces galaxies, il faut qu'elles soient lumineuses. Il faut qu'elles soient lumineuses en étoiles, et en général, ce sont des radiogalaxies. Les radiogalaxies, elles ont une composante au centre qui fait que ça booste un petit peu l'activité de la galaxie. Mais dans celle-là, comme vous voyez, on s'en est pas servi. C'est des petits pointillés, ça veut dire on montre que c'est compatible, mais on s'en est pas servi. Il y a effectivement une émission sous-jacente, mais qui n'a pas servi à ajuster. Donc on est assez solide sur notre population d'étoiles. Voilà, alors premier résultat, c'était l'étape il y a 4-5 ans. À ZK4, il y a près de 12 milliards d'années, les galaxies radio étaient découvertes avec une vieille population d'elliptiques massive. On ne sait pas faire des elliptiques, on sait qu'elles sont massives, donc on se dit, bah, c'est fait avant. Voilà. Et maintenant, on va chercher, alors qu'il y ait des sursauts de formation d'étoiles, on est tout à fait d'accord, et qu'il y ait aussi une émission du noyau actif, peut-être que tout ça, c'est relié au noyau actif de galaxies. Donc on a à justifier la formation d'étoiles, la formation du trou noir et l'évolution de la galaxie. Alors, trou noir, on y arrive. Il faut reconnaître qu'on a fait en 20 ans la découverte de populations de trous noirs supermassifs dans les galaxies, fascinantes. Les travaux des Hollandais qui ont mesuré la masse BH, c'est la masse du trou noir, qui est entre 10 puissance 7, c'est log de 7, 8, 9, 10, c'est-à-dire 10 puissance 7, 10 puissance 8, 10 puissance 9, 10 puissance 10, à des décalages spectraux qui allaient jusqu'à 4 ou 5. Et 4 ou 5, ça nous intéresse, parce que dans nos radiogalaxies, à 4, on a ces mêmes trous noirs supermassifs à z égale 4. Autre détail, ces trous noirs sont reliés à des propriétés intrinsèques de la galaxie, dispersion, magnitude, etc. Je ne vais pas faire le détail de tous les trous noirs, mais c'est vrai que c'était intéressant de savoir que c'était relié à la propriété même de la galaxie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie active? Une galaxie avec un trou noir. C'est d'abord un trou noir supermassif. Je vous ai montré 10 puissance 6, 7, 8, 9 et 10 en masse solaire. C'est aussi un disque d'accrétion. C'est ce que vous avez ici en bleu, tout petit disque d'accrétion, parce que par définition, un trou noir supermassif, ça avale la lumière, on le voit pas. Mais pourtant, c'est très lumineux. Un quasar, c'est très lumineux. Alors, pourquoi est-ce que c'est si lumineux? Parce que autour du trou noir, il y a une espèce de petit disque qu'on appelle disque d'accrétion, et toutes les cochonneries, étoiles, galaxies, n'importe quoi, tout ce qui traîne, va tomber dedans. Et en tombant dedans, va alimenter le disque d'accrétion, et le disque d'accrétion va émettre une partie, va absorber effectivement au fond du puits de potentiel une partie de la matière, mais va aussi émettre beaucoup de rayonnement. Et ce dont on n'a pas beaucoup parlé, commence à devenir très intéressant, c'est que au-delà du disque d'accrétion, il y a tout un volume qu'on appelle la poussière, le tore de poussière. Ça a la forme d'un tore, un schéma, mais probablement ça a un rôle énorme. Et évidemment, ça va émettre dans l'infrarouge. Et enfin, quatrième propriété, le jet radio. Alors, c'est vite dit, 4 composantes, mais il faut savoir que les 4 composantes ont chacune leur histoire. C'est pas si simple que ça à relier aux galaxies. Alors, comment on a fait? Parce qu'on avait nos radiogalaxies, on savait que la galaxie jouait un rôle. Alors, c'est peut-être la seule formule que je vous mettrai, mais on a construit, avec un des doctorants très brillants que j'ai eu, on a construit des bibliothèques de spectres synthétiques, qu'on appelle des synthétiques hybrides, dans lesquelles on met la partie starburst, et une fraction de la distribution d'un AGN, c'est-à-dire un modèle de noyau actif. Donc après, nous on avait le starburst, les modèles d'AGN ça existe, et on a créé une bibliothèque qui va reproduire à la fois le starburst, enfin la formation d'étoiles, et l'AGN. Alors pour vous montrer le résultat, j'ai créé un ensemble, c'était fait avec des Hollandais, dans lequel il y avait des gens qui savaient très bien sur le sujet, et qui ont observé, alors c'est tout un catalogue de radiogalaxies, environ jusqu'à 50 ou 60 radiogalaxies, ce qui est un bon échantillon en astrophysique, un bon échantillon en statistique. Toutes les observations sont en rouge, donc toutes les galaxies ont été observées
avec les points rouges, et les modèles synthétiques qu'on a mis, que je viens de vous expliquer, on les a automatiquement ajustés. Et dans tous les cas, il y a une vieille composante, ici, il y a une jeune composante ici, et puis, comme il s'agit de galaxies actives très fortes, il peut y avoir la composante du noyau actif qui est un peu variable suivant l'objet. Tout ça pour vous dire qu'il y a finalement la galaxie lointaine, on a dit qu'on parlait des galaxies lointaines, elles sont composées de quoi? Ici, c'est des galaxies, grosso modo, jusqu'à, il n'y a pas les Z, mais ça va jusqu'à Z égale 4 ou 5, comme l'autre. Il y a 3 composantes. Il y a la vieille, qui a une histoire. Il y a la jeune qui est active et qui fait qu'on la voit. Et puis, il y a un noyau actif qui stimule tout l'ensemble. Tout le problème est de trouver le lien entre ces 3 composants. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est loin d'être fini. Et que j'ai essayé de résumer ici de ces 2 résultats. Premièrement, là, 2 et même 3. Enfin bon, 2 et 3, c'est la même chose. D'une part, on a été capable, pour la galaxie en question, de mesurer un âge, de mesurer une masse d'étoiles, puisqu'on a ajusté, donc vous pouvez calculer quelle était la masse, et quelle était la masse du trou noir. La masse du trou noir qui était la somme des supernovae qu'on a utilisées. On les compte, hein, dans le code, on les compte. Et donc on est capable de mettre toute la masse du trou noir. Et à notre grande surprise, eh bien la masse du trou noir, elle est de l'ordre de 10 puissance 9 ou 10 masses solaires. C'est du même ordre que le trou noir supermassif. Surprise, on pensait que c'était ridicule. Ben non, pas du tout. On a fait tellement de vieilles populations qui ont produit des métaux, produit de la poussière, etc., qu'on est capable de dire, en même temps que les métaux, on a eu pour 1 milliard ou 10 milliards de trous noirs stellaires. Donc, très joli résultat, puisque c'est de même ordre que le trou noir supermassif, et on dit c'est probablement la clé. Et on envoie ça en papier à un grand journal qui s'appelle Astrophysical Journal, américain et tout, et on tombe sur un référé. Très bien. Vous savez, les référés, c'est quelquefois biaisé, mais quelquefois c'est très bien. Il dit, moi, je veux publier vos résultats, mais vous me donnez pas la clé. Vous me dites pas comment les trous noirs qui se sont formés dans la galaxie ont migré jusqu'à l'intérieur du trou noir supermassif. Et il avait entièrement raison. Le papier est sorti, et on n'a toujours pas trouvé la clé. Et la clé, vous allez me dire que vous la connaissez, la clé. C'est la viscosité, probablement, que l'on n'a pas encore traité correctement. Ça peut être la viscosité, ça peut être le cumul de petites galaxies qui ont mergé, bref, ça peut être plein de choses. Mais n'empêche, c'est quand même amusant de trouver, en comptant les trous noirs stellaires, la même masse que la masse des trous noirs supermassifs. Donc ça fait partie des motivations. Après, il y a, justement, les Hollandais ont essayé de relier la masse du Thor, la luminosité du Thor à la luminosité du sursaut. C'est vrai qu'il peut y avoir un lien entre les deux, parce que si le sursaut illumine en même temps qu'il alimente le Thor, il donne de la poussière au Thor, il peut y avoir une relation. Mais c'est quand même des données assez robustes et faites sur beaucoup de galaxies. Je pense que je terminerai à peu près là en faisant un petit bilan. Un premier bilan sur les galaxies les plus lointaines. Il y a une évidence que ces galaxies, elles sont détectées. Je ne dis pas qu'elles toutes subissent des épisodes, mais elles sont détectées parce qu'elles forment. Elles ont un épisode de formation d'étoiles. Elles sont plus lumineuses à un moment, donc on les voit. Donc c'est vrai que la majorité des galaxies sont soumises à des épisodes intenses de formation d'étoiles. Deuxièmement, que l'émission de la poussière intense, comme Messier 82, est due à cet épisode de formation d'étoiles. Troisièmement, la relation possible avec la formation des trous noirs supermassifs est encore à l'étude, mais très séduisante à comprendre. Ça, c'est pour le premier bilan. Il y a un deuxième bilan qui est que finalement, je vous ai parlé exactement comme font tous les astrophysiciens, c'est-à-dire de ce qu'on voit jusqu'à Z égale 3 ou 4. Mais si elles ont 100 millions d'années, les galaxies, c'est qu'elles se sont formées à Z égale 10. Et là, combien de galaxies on voit à Z égale 10? Oui, il y en a. Ça s'appelle Lyman Break Galaxy, et on travaille là-dessus. On peut dire plein de résultats jusqu'à Z égale 3 ou 4.
Qu'il y a des interactions, qu'il y a du merging, qu'il y a de la formation d'étoiles par épisode. Oui, tout est juste. Mais ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la clé pour la formation des galaxies. Et si on n'a pas la clé pour la formation des galaxies, on n'a pas non plus la clé pour tout ce qui entoure, y compris les trous noirs et halos de matière noire, qui sont quand même dépendants de la matière visible. La plupart des gens qui travaillent sur la matière noire vous font des modèles extrêmement élaborés, extrêmement sophistiqués, y compris les magnifiques simulations numériques que j'apprécie énormément et qui sont très belles, mais c'est basé sur une hypothèse de matière noire qui n'est pas toujours vérifiée. Pourquoi? Parce que la matière noire, par définition, on ne la voit pas, elle s'ajuste sur la partie qui est visible. Voilà, c'est à étapes. Mais déjà, si on arrivait avec les nouveaux instruments à aller jusqu'à Z égale 10, et on y arrive, ça serait formidable. Donc l'origine de la matière noire et le lien, c'est ça quand même, avec les fluctuations primordiales qui, elles, ont été vues. C'est du solide, c'est pas inventé. Autant les halos de matière noire, je dirais que c'est un peu modèle dépendant. Les fluctuations primordiales, on les a vues avec Kobe. Et la dernière, c'est le lien avec LIGO et Virgo. On va avoir de nouveaux instruments. Planck, c'est déjà fait. Le JWST, il va donner des résultats dans très peu de temps. Euclide, il est préparé en grande partie dans notre institut. Il va aussi donner des résultats là-dessus. Le NGST, etc., vont faire le lien entre les fluctuations primordiales et les champs de galaxies et conclure pour l'effet de la matière noire et des halos de matière noire. Perspective, et je m'arrêterai pratiquement là. Donc les nouveaux instruments pour atteindre Z égale 10 et plus, développer des modèles. De tous les bords, il faut des modèles, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. Des modèles de formation d'étoiles, des modèles de supernovae, des modèles de jets, les modèles d'elliptiques. Ensuite, des modèles de migration des trous noirs stellaires pour expliquer la formation des trous noirs supermassifs. Ensuite, les halos massifs de matière noire, on a déjà parlé. Qu'est-ce qu'ils ont découvert, les ondes gravitationnelles? La fusion de deux trous noirs stellaires. D'accord, c'est les trous noirs stellaires qu'on ne trouve pas tellement. 30 masses solaires, nous on a des trous noirs stellaires de 3, 4, 10 à la rigueur, mais 30 masses solaires, c'est beaucoup. Bref, l'avenir le dira. Mais d'abord, c'est splendide comme instrumentation. Et puis la fusion de deux trous noirs, c'est peut-être la clé pour former les trous noirs supermassifs et la clé aussi pour la formation des galaxies. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à toutes les questions, mais je n'ai pas forcément, loin de là, la clé de tout. Tout à l'heure, quand vous parliez des trous noirs, vous avez donné le redshift d'un trou noir. Trou noir stellaire ou galactique? Vous avez parlé des trous noirs et vous avez donné un redshift donc, pour définir la distance, la vitesse, enfin, voilà. Comment, autant je comprends bien qu'on puisse avoir accès au redshift de l'auréole ou du trou noir, autant le principe du trou noir, c'est du coup qu'il n'y a pas de lumière dehors. Soit je me suis mal exprimée, soit ça a été mal interprété, mais on ne détermine pas, vous avez tout à fait raison, on ne détermine pas directement le redshift d'un trou noir. Ce qu'on détermine, trou noir stellaire j'entends, ce qu'on détermine, c'est effectivement les redshifts des trous noirs supermassifs. Pourquoi? Parce que les trous noirs supermassifs sont à l'intérieur de galaxies, provoquent, un peu comme le fait une galaxie active, une dilatation du gaz qui va élargir la raie. Et donc les trous noirs supermassifs sont caractérisés par un environnement avec une raie extrêmement large. Et là, cette raie large, on peut en déterminer le redshift. Donc les travaux qui ont été faits, très intéressants, il y a environ une dizaine d'années, par les Hollandais, pour déterminer les masses des trous noirs supermassifs et surtout leur redshift, utilisaient ces raies d'environnement qui, elles, sont visibles en termes de spectroscopie. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais le trou noir stellaire, à part le sursaut gamma, des modélisations extrêmement raffinées d'un sursaut gamma dont on va voir l'émergence et qui vous donnera effectivement une position en gamma et on verra si le sursaut gamma peut être positionné en redshift. Ça, c'est un peu pour le futur. Enfin, du moins, je crois. Je suis pas très expert sur le domaine, mais voilà. Donc, vous avez tout à fait raison. Trou noir stellaire, on détermine pas le redshift directement, mais les trous noirs supermassifs, oui, mais à l'aide
de gaz qui est autour. L'un des premiers graphes, on voyait donc au tout début la singularité, après l'inflation, après les âges sombres, après voilà. C'est vraiment tout au début, donc. Oui, je sais. Dans ce graphe, ma question, c'est en fait quand on regarde donc ce qui est très lointain, on peut se dire que comme c'est la lumière qui met beaucoup de temps à arriver, effectivement, on monte un peu dans le temps, un petit peu plus du coup, un petit peu plus loin, encore un peu après. Voilà, c'est après ça. Est-ce que du coup ce qu'on voit en fait, qui est très réactivité, donc qui est très lointain en termes de distance, et que du coup de temps parce que la lumière a besoin de parcourir un bout de chemin, est-ce que ça permet vraiment de entre guillemets de vraiment revenir dans le temps, ou est-ce que l'expansion de l'univers elle est moins rapide que la lumière, ou est-ce que c'est vraiment ça permet de vraiment revenir dans le temps, ou juste une version un peu plus ancienne ou pas? Parce que typiquement là tout en haut de l'image on voit Je suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. Si vous voulez, ce qu'on peut dire, ça tient compte bien sûr de la progression de la lumière. Le voyage de la lumière, ça prend en compte. Mais malgré tout, c'était le schéma suivant, je crois. Il faut à la fois tenir compte de la progression de la lumière et de l'expansion de l'univers et de l'évolution elle-même. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de simplifier. On a des spectres de galaxies, une distribution d'énergie de galaxies locales qu'on connaît et qu'on a bien ajustées. Quand on veut analyser un objet très lointain, c'est votre question, est-ce qu'on va tenir compte de la progression de la lumière? Évidemment, on tient compte de la distance, on a le redshift, on a la galaxie, on a le redshift. On tient compte de la distance, mais on tient compte de deux processus. Un facteur d'expansion, en plus de la distance, qui est dû au fait que l'univers est courbe ou plat, ou etc. Et un facteur d'évolution qui est en fait un effet d'âge. Donc on prend notre spectre, on le redshift pour aller observer la galaxie très lointaine, on le soustrait de la distance parce qu'elle s'affadit, elle devient de plus en plus faible, et en plus, on la corrige d'un effet d'âge. Vous avez tout à fait raison. La seule chose qu'on n'a pas faite, sur laquelle je suis en train de réfléchir, parce que c'est sûrement très important, c'est la réflexion que je vous ai apportée là, parce que je la trouve très fascinante. C'est que quand on prend un faisceau, c'est très élémentaire, mais là, on a bien le processus d'expansion, le processus de vieillissement, quand on part du Big Bang, et qu'on vient jusqu'à maintenant. Ça, on comprend très bien. Mais quand on va, avec un télescope, observer une galaxie très loin, au début, on la voit à travers une toute petite ouverture, c'est cette partie-là, et là-bas, on la voit sur une très grande ouverture. Alors, j'ai dit que je ne parlais pas de Gaïa, et je ne parlerai pas de Gaïa. Mais Gaïa, il observe des quasars à très lointains. Sauf que j'ai fait faire ça à un étudiant il n'y a pas très longtemps, et c'est très joli, il regarde un quasar très lointain. Il regarde quelle couleur il a la couleur d'une galaxie. Alors on se dit, c'est une galaxie? Non, c'est un quasar, il est caractérisé, il est connu. Bah. Et pourquoi? Mais parce que le faisceau s'est ouvert, et donc la galaxie qui environne contribue à l'émission du quasar. Et donc il faut faire la séparation entre le quasar et la galaxie. Et ça, c'est un travail qu'on va faire très prochainement. Mais vous avez tout à fait raison, c'est très important de distinguer la distance, c'est la lumière dont vous parliez. La courbure de l'univers, c'est la correction K, l'expansion si vous voulez, et la correction d'évolution intrinsèque de la galaxie, qui quand elle est née, elle avait une certaine allure, et maintenant elle en a une autre. Donc il faut corriger, etc. Et tout ça, c'est des effets qu'il faut proprement traiter. Donc on essaye de faire au mieux, mais... Question, c'est formidable de regarder les galaxies à z égale 10. Il doit y en avoir une infinité, un nombre considérable de galaxies qui ne luminent pas. Oui, tout à fait. Donc si jamais on fait notre hypothèse sur les seuls qui luminent, avec des starbus et autres, eh bien, on risque de faire une mauvaise appréciation. Énorme question et très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a bien entendu d'autres chercheurs qui se sont posés la même question. Et alors, on va représenter les galaxies avec ce qu'on appelle une fonction de luminosité, c'est-à-dire la distribution en luminosité pour un type donné. Prenons fonction de luminosité des quasars, fonction de luminosité des galaxies à z égale 5, etc. La fonction de luminosité vous dit combien il y a de galaxies par luminosité. Ce que vous soulevez comme problème, qui est très important, c'est la faint end de la fonction de luminosité. C'est ultra connu, c'est la partie faible, c'est le nombre de galaxies qui est complètement aléatoire. Pourquoi? Parce que les galaxies, on ne les voit pas. Donc oui, la réponse est absolument, pour le moment insoluble, à z égale 10.
Mais si vous voulez, moi, à z égale 10, ce qui m'intéresse, ce sur quoi on va travailler, c'est la chose suivante. À z égale 10, on voit apparaître la fameuse discontinuité de Lyman, qui était environ de 1200 angstroms, on la voit apparaître dans le visible. Et l'autre jour, j'ai fait travailler un étudiant avec notre code sur cette discontinuité de Lyman. C'est pas une discontinuité, c'est une distribution. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un âge. C'est-à-dire on n'a pas fini d'en parler. C'est réellement la découverte de ces galaxies-là qui nous apprendra à suivre la masse, savoir, évidemment on ne peut voir que les plus lumineuses, mais on arrivera peut-être à interpréter des galaxies un peu de moindre masse si on a plusieurs créneaux, si on arrive à voir certaines raies, enfin voilà. Vous avez raison. La partie faible, on l'a pas encore, et c'est pour ça qu'aller parler par exemple des halos de matière noire, sans connaître parfaitement la fonction de luminosité, c'est assez hypothétique. J'ai pas dit que c'était faux, quelquefois ça peut être parfaitement juste, un peu par hasard souvent, mais ça peut être juste. Mais n'empêche que ça ne sera justifié que si on a la fonction de luminosité des objets complète. Vous avez raison. J'avais une autre question. Un jour, vous m'avez parlé de la viscosité à l'intérieur des galaxies qui faisait que les trous noirs allaient plus vite vers le centre de la galaxie. Est-ce que vous pouvez me donner 2-3 petites idées sur cette viscosité qui est ressentie plutôt par les trous noirs pour aller vers le centre? Alors, ce qui expliquerait les gros trous noirs. Tout à fait. Je crois qu'on en a parlé il y a un certain temps. À l'époque, je venais juste de sortir cet article et donc je pensais à la migration des trous noirs depuis leur forme, des trous noirs stellaires, des élémentaires, jusqu'au centre de la galaxie. Là, j'ai complètement abandonné l'idée parce que, comme vous dites, d'abord, il faut qu'il y ait une viscosité dans le disque de la galaxie, il faut que la galaxie soit déjà structurée, etc., etc. Donc là, à l'époque actuelle, c'est un peu différent. Au lieu de prendre la viscosité dans la galaxie entière, on prend de la viscosité dans des unités plus petites qu'on appelle des clumps ou éventuellement des amas globulaires. Et là, il y a une espèce de noyau, un puits de potentiel très proche, et donc à ce moment-là, on formerait, c'est inconditionnel, mais on formerait des trous noirs, je dirais pas une somme de trous noirs stellaires qui ne sont pas encore supermassifs, mais si on le fait à plusieurs échelles avec des interactions de trous noirs, de somme de trous noirs stellaires, bon, d'une part, on va avoir des ondes gravitationnelles qu'on va découvrir, ça c'est sûr, mais surtout, après, pour le faire migrer au centre de la galaxie, c'est beaucoup plus facile. Mais il a fallu cette étape, vous avez raison de souligner que la viscosité à l'échelle de la galaxie à z égale 10, non, je pense pas que c'est comme ça qu'on l'expliquera maintenant. Au début, j'étais dans mon nuage, je dirais, j'y croyais, mais j'y crois plus maintenant. Trou noir de 4000 masses solaires qui n'est pas du tout au centre. Mais il suffirait qu'il y ait, à l'intérieur d'une galaxie donnée, ouais, mais c'est pas exclu, il suffit qu'à un moment donné, 4000 c'est pas beaucoup par rapport aux milliards, hein, donc 4000 ça veut dire qu'il a pu y avoir une espèce de nuage dans la galaxie, un nuage où se sont formés plein d'amas globulaires ou l'équivalent, dans lesquels il y a eu plein de trous noirs, et que par coalescence, il s'est formé un trou noir de 4000 masses solaires. C'est tout à fait plausible. Moi je crois moins à la grande échelle maintenant, mais plus à une somme d'échelle moyenne, et qui intragalactique, non pas intragalactique, Des nébuleuses intragalactiques parce qu'on les a mangées. C'est entre les deux, c'est plutôt interstellaire, hein, c'est plutôt dans le disque, mais c'est des concentrations, si vous voulez, dans le disque, qui va former son noyau, qui ensuite migreront par interaction. Enfin, c'est pas encore clair, hein. C'est quand même un domaine, ce domaine-là, comme beaucoup d'astrophysique, où en la fois, il faut être rigoureux, scientifique, bien solide, vérifier tout ce qu'on fait, mais en même temps, on peut projeter avec des idées, je dirais presque fantastiques. Quand on a fait les histoires de lentilles gravitationnelles, moi j'ai assisté à ça lorsque c'était encore à Toulouse, mais la théorie était établie, on les observe, et après il a fallu faire le lien. Mais c'est génial, les lentilles gravitationnelles. La lentille gravitationnelle, c'est un effet vous avez une galaxie qui émet, et sur le trajet de la galaxie, il y a un objet très très dense, qui fait que ça va faire un effet de lentille, et comme c'est de la densité de la gravitation, de lentille gravitationnelle. Et là, la galaxie initiale, au lieu de vous apparaître comme un point, elle va vous apparaître comme un cercle. Monsieur. Merci. Alors, quand une supernovae s'effondre, Oui. que fait son halo de matière noire? Est-ce qu'il s'effondre aussi?
Alors d'abord, on ne sait pas, dans ce que je vous ai montré, il n'y a pas de halo de matière noire. Tout ce qu'on sait, c'est que il y avait une étoile. Oublions momentanément la matière noire qui entoure l'étoile. Parce que la matière noire, on en parle à l'échelle des galaxies ou des amas de galaxies. À l'échelle des étoiles, la matière noire est beaucoup plus discutable, beaucoup moins démontrée, parce qu'on a beaucoup plus de données dynamiques sur les étoiles, donc on les suit mieux. Je dirais pas qu'on peut éliminer la matière noire dans les étoiles, je n'ai pas cette prétention, mais elle n'a pas un rôle très important. Par contre, ce que vous signalez, c'est très intéressant, c'est très important de suivre les étapes de la formation des supernovae. L'année dernière, j'ai invité quelques de Saclay, spécialistes des supernovae, et je lui ai dit, montre-moi le déroulement de l'explosion d'une supernovae. À Saclay, ils sont très compétents sur ce genre de domaine. Eh bien, il m'a dit, écoute, je vais te montrer ce qu'on sait, mais on n'a pas la clé. Là non plus, ils n'ont pas fait le lien parfait entre ce qu'on voit autour d'une supernova, qui sont tous les éjectats. On peut les calculer, hein, parce qu'il y a Centaurus C, enfin, il y a plein de résidus de matière qui viennent des explosions de supernovae. On peut les mesurer, mais pour faire le modèle complet d'implosion et de rebond, eh bien, il y a encore une difficulté. Mais la difficulté n'est pas dans la matière noire qui entoure. Par contre, le point que j'ai souligné, c'est autre chose. C'est au moment de l'effondrement, il y a effectivement une partie, et là on le voit, non, je crois que je l'ai pas mis le transparent, il y a des modèles très jolis, où on a le noyau de fer, ensuite le noyau de fer s'effondre et va donner naissance au trou noir stellaire. C'est-à-dire que le noyau de fer va plus supporter d'avoir autant de masse autour de lui et il finit par s'effondrer sur lui-même, se condenser sur la matière noire. C'est un processus extrêmement... Vous vous rendez compte, on passe de la matière normale, PV égale RT, à de la matière dégénérée, ça s'appelle de la matière dégénérée, il n'y a plus de vide, pratiquement plus de vide dans ces matières denses. C'est une loi de physique, des lois de physique complètement différentes. C'est rien à voir avec les halos de matière noire, c'est la matière noire stellaire qui est formée à partir de l'effondrement de l'étoile. Ça, c'est à mon avis tangible, puisque on arrive à mesurer un petit peu quand même les masses, pas les redshifts, mais les masses des trous noirs stellaires. Mais c'est un sujet fascinant, et il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et ils travaillent comment? Ben, ils regardent ce qui émet en fonction de l'évolution de l'effondrement. Et en particulier, tous ceux qui travaillent sur les sursauts gamma, c'est des gens qui travaillent sur ce processus d'effondrement de la supernovae. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, parce que vous m'avez parlé de halo. Moi, je vous ai répondu sur le trou noir stellaire qui se formait au centre. Mais, attendez, je n'entends pas bien. Sur les... Vous parlez beaucoup des trous noirs stellaires. Oui. Vous avez parlé de quasars. Oui. Les quasars, c'est Les quasars, oui. la zone qui entoure des trous noirs qui seraient à l'intérieur de galaxies aussi. Est-ce qu'il y a d'autres types, enfin, il me semble, est-ce qu'il y a d'autres... Personne ne le sait. On s'étonne. Non, mais c'est une bonne question. On a des trous noirs stellaires qui font, je dirais, la dizaine de masses solaires. Hein, c'est vraiment des petits trous noirs, les trous noirs stellaires. On a les énormes trous noirs supermassifs, 1 milliard de masses solaires, quand même. Hein, il y a 10 puissance 9 ou 10 puissance 8 en échelle. Et où sont les autres? Pourquoi il n'y a pas de trous noirs intermédiaires? Alors, il y a plein d'hypothèses, plein de théories, des gens qui vous disent « Ah, moi j'en ai trouvé, etc. etc. » Ouais, oui, mais enfin, ils en ont trouvé un, et là, des trous noirs supermassifs, il y en a des tonnes, et des trous noirs stellaires, encore plus. Enfin, des tonnes, c'est une façon de parler. Donc, c'est pour vous dire que, oui, c'est un sujet très important. Pourquoi il n'y a que les supermassifs et les stellaires? Est-ce qu'il y en a de masse intermédiaire? Probablement, mais peut-être épisodiquement. C'est-à-dire que ça ne reste, on revient à la question dont on dirait comment se sont formés les trous noirs supermassifs. Si chaque fois qu'il y a des trous noirs stellaires se trouvent au milieu de, c'est une idée, hein, j'ai pas dit que c'est pas démontré, hein, mais supposons que les trous noirs stellaires s'accumulent au fond des amas globulaires, pour donner un exemple, hein, et puis ensuite, par effet de gravitation, ça merge en un trou noir un peu plus gros, ça va tout de suite dans le supermassif, et ben, où vous avez pas le temps de détecter ces trous noirs intermédiaires. Une hypothèse, j'ai pas dit du tout que c'était la bonne, mais ça peut être une hypothèse. Mais vous avez raison, il y a un problème. Pas de trou noir de masse intermédiaire. La
distribution des supermassifs, des trous noirs supermassifs dans le temps, c'est-à-dire l'univers proche et l'univers à 13 milliards d'années. Oui, c'est ce que je vous ai montré quand on a fait les observations. C'est un travail assez laborieux d'aller observer tous les quasars et toutes les radiogalaxies, d'aller mesurer la masse du trou noir qui est à l'intérieur, parce que par définition, s'ils sont radio, et qui les ont fait sur une échelle de Z qui part de 0 à 9, et le résultat montre qu'il y en a quand même beaucoup. Avec une petite nuance près, qui est que il semble, mais je crois que c'est un artefact. Je vais essayer de retrouver près de Z, près de nous, il semble qu'il y en a un petit peu moins. Bon, il semble qu'il y en a un petit peu moins là, mais c'est plus difficile à mesurer quand c'est très près. Hein. C'est comme si vous mettez dans la Voie lactée, vous mesurez plein de choses. Vous êtes à l'intérieur, donc vous voyez mal. Mais quand même, hein, regardez la distribution. Il y en a même qui ont trouvé, alors Z égale 4, j'en ai parlé, même à Z égale 5, et peut-être une suite. Mais oui, bien sûr, les trous noirs supermassifs, ils existent, et ils sont tous, comme vous le voyez, autour de 10 puissance 9. Et ben, c'est exactement le message que je veux faire passer, même s'il n'est pas juste, mais bon moment, j'y crois. Je veux dire, il y a les galaxies, que ce soit les spirales avec leur partie cœur, pas la partie disque, qui s'est formée après, probablement par interaction, mais la partie cœur et la partie bulbe, les elliptiques, elles se sont formées très tôt, elles ont formé beaucoup d'étoiles, beaucoup de trous noirs qui ont mergé, qui ont diffusé, qui ont fait je sais pas comment, et qui ont en même temps créé les trous noirs supermassifs très tôt. Voilà, c'est exactement, c'est pour ça que je vous dis que l'univers primordial, enfin précoce, pas primordial parce qu'on va pas arriver jusqu'à, mais il est fascinant parce que plus on va, plus on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. On s'attendait à des petites galaxies qui vont fusionner, eh ben on trouve j'ai pas dit on les avait toutes. J'ai dit qu'il y en a quand même pas mal qui ont à la fois des masses, des trous noirs supermassifs, et en conséquence, il faut ces trous noirs supermassifs, il faut les avoir faits. Alors, les gens qui travaillent, parce qu'il y a des gens qui font des très très belles théories sur les trous noirs supermassifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font une étoile énorme de 1 million de masses solaires à ce qu'on appelle la population 3. Faut pas rire, quoi. Moi, je dis pas que ça soit faux, c'est peut-être tout à fait correct, mais démontrez-le-moi. Hein, parce qu'une étoile de 1000 masses solaires à Z égale 10, ça donne des éjectats qu'on verrait, on les voit pas. Donc non, je pense que l'approche qu'on fait est les plus pédestre, pédestre c'est une façon de parler, mais elle est plus pragmatique, et on essaye, et ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, alors il y a peut-être quand même une erreur d'interprétation des données, comme je vous en parlais, c'est l'ouverture du faisceau, et du coup, la masse qu'on appréhende est de plus en plus grosse. Donc, si on met toute la galaxie à l'intérieur d'une grosse ouverture, peut-être qu'on surestime. Mais je pense que, comme c'est vrai à l'échelle optique et infrarouge, que l'ouverture n'est pas la même dans les deux cas, je suis pas très convaincu de ça. Mais oui, le fond du problème est là. Dans ce schéma d'ouverture, l'expansion de l'univers, sauf erreur de ma part, elle n'est pas linéaire. Non, ça dépend si l'univers est plein, oui. Mais dans les dernières couvertes entre guillemets qui auraient été faites, ouais. Le n'est pas linéaire, ce qui veut dire que la correction qu'on fait pour aller à bout, il faut en tenir compte de cette. Mais tout à fait. C'est pour ça qu'on fait de la cosmologie quand on va à grand Z. On a un modèle cosmologique, on fait ce qu'on appelle des corrections d'expansion, correction K, qui correspond, K c'est pour cosmos, c'est d'origine allemande, la Cosmos Correction. Cette correction tient compte de l'expansion de l'univers et va être ajustée en relation TZ, puisqu'on a Z, on va faire l'échelle de temps, avec la fraction, je dirais, qui nous parvient, qui n'est qu'une fraction, parce que comme vous dites, ça varie à cause de la cosmologie. On met des modèles cosmologiques, lesquels, pour le moment, c'est amusant parce que quand il y a, disons pour être discrète, une petite vingtaine d'années, j'allais en Angleterre présenter ce genre de modèle à grand Z, puisqu'on commençait déjà à faire du grand Z, et que les Anglais, ils nous regardaient, ou les Écossais très gentils, ils nous regardaient, ouais, mais comment vous traitez vos corrections K, etc. Et effectivement, ils se moquaient un peu de nous, mais on dit, on fait pour un univers ouvert, ou un univers fermé, ou un univers plat. 3 possibilités. On prenait toutes les variations de paramètres cosmologiques. Depuis, il y a eu WMAP, Kobe, WMAP et Planck, qui ont donné un schéma de paramètres cosmologiques
qui est pour le moment, je dirais entre guillemets, immuable. Donc on prend ce schéma de paramètres cosmologiques, H0, Q0, fin d'accélération, etc. Et du coup, avec ce schéma, on a un certain résultat par rapport à l'évolution. Et si un jour on nous change les paramètres cosmologiques, on changera l'évolution. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a un biais d'observation, c'est-à-dire que les trous noirs supermassifs, simplement qui donc 10 puissance 7 ou 10 puissance 8, à Z assez élevé, on ne les voit pas simplement? Oui, il y a tout à fait. Je pense, il peut y avoir deux interprétations. Soit on ne voit pas les plus massifs, ce que je pense que vous avez raison, soit on est trop près et on ne voit que les spirales qui sont autour de nous, de Virgo, etc. Et du coup, on voit des galaxies moins massives, et du coup, on voit des trous noirs moins massifs comme notre galaxie. Oui, il y a sûrement un biais observationnel. Moi, je ne crois pas du tout au changement de pente. Tout ce que je crois, c'est qu'on arrive quand même à mesurer de l'ordre de 10 puissance 8, 9 à grand Z. Tout à fait. Merci infiniment pour cette Écoutez, je pense que c'est une science fascinante.